Ce numéro de Focus nous amène à nous rendre à Talange pour rencontrer Romain Belliot qui exerce la profession mal connue de luthier. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 32 ans, je suis luthier guitare et voilà, donc je vais vous présenter un petit peu mon atelier, mon métier. Donc, dans la famille des luthiers, en fait, il y a les luthiers du quatuor qui s'occupent essentiellement des violons, violoncelle, alto, contrebasse. Et donc moi je suis spécialisé dans les instruments à cordes pincées tels que la guitare, le banjo, la mandoline, le saz, etc. Vous l'aurez compris, la lutherie est un artisanat qui regroupe différentes spécialités et tous les luthiers ne travaillent pas les mêmes instruments. En effet, les techniques varient selon les instruments. En fait, donc, dans le quatuor, par exemple sur un violon, le principe n'est pas le même, c'est-à-dire que la table est sculptée. On part d'un bloc massif, on enlève de façon à avoir une courbe sur le dessus et on creuse par l'intérieur. Donc tout est travaillé dans l'épaisseur du massif. Il y a seulement une barre, en fait, côté des graves, et un petit pilier qui est lame. Alors qu'en guitare, en fait, on travaille plutôt sur des épaisseurs plus fines et on va les renforcer avec des barrages, comme on peut voir sur la guitare qui est ici. Voilà. À l'intérieur, vous avez beaucoup plus de barres, en fait, voilà, qui servent à maintenir la table. Sans ça, la guitare ne tiendrait pas la tension des cordes. La lutherie moderne a vu le jour au tout début du XVIe siècle et ses artisans se consacraient exclusivement au violon. Au fur et à mesure des années et de l'évolution des instruments et des volontés des compositeurs, différents types de luthiers ont fait leur apparition. Cette profession est complexe, en effet elle demande à l'artisan de solides connaissances en musique, sculpture, peinture, acoustique et en histoire. Il n'est pas forcément aisé de devenir luthier. Alors c'est pas évident parce qu'il y a assez peu de formation et assez peu de débouchés aussi, et beaucoup de demandes. Parce que c'est un métier passionnant et beaucoup de gens s'y intéressent. Moi j'ai eu la chance en fait d'avoir un parcours un petit peu atypique on va dire, mais en même temps assez intéressant. C'est-à-dire que j'ai pu travailler directement chez des luthiers sur le terrain et puis donc pour apprendre le métier sur le tas quoi, disons. Romain a passé son CAP de lutherie en candidat libre après avoir acquis les techniques auprès d'un maître luthier. Pour autant, une formation de 3 ans est accessible après le baccalauréat. Cette formation initiale est complétée par de la pratique. En effet, l'assistant luthier peaufine son expérience auprès d'un maître luthier avant de pouvoir ouvrir son propre atelier. Tout cet apprentissage permet de bien appréhender le quotidien qui peut être assez varié. Alors essentiellement de la réparation, on va dire. Beaucoup de réparations, donc tout ce qu'il peut y avoir à faire sur les guitares, changement de micro, revernissage, des têtes cassées, tout ce qu'il peut y avoir à faire en fait. Et souvent il y a toujours de nouvelles choses auxquelles on n'avait pas pensé. Et voilà. Ensuite beaucoup de fabrication aussi également, donc essentiellement en sur mesure, c'est-à-dire que j'ai des modèles. Mais bien souvent, en fait, je trouve que l'intérêt d'aller voir un luthier, c'est de pouvoir se faire construire son instrument exactement comme on veut, sachant que comme je l'ai fait à l'unité, je peux vraiment personnaliser la guitare de A à Z. Voilà. L'exercice de cette profession ne s'arrête pas à la réparation, car tout l'art d'un luthier est de pouvoir fabriquer un instrument sur mesure du début à la fin. On commence déjà par voir le client. Je prends vraiment le temps au départ, c'est-à-dire ce que j'aime bien faire, c'est que la guitare soit entièrement construite mentalement avant d'attaquer quoi que ce soit. Donc en fait, on va passer du temps avec le client pour discuter de la forme, de l'électronique qu'il va y avoir dessus, en fait tous les petits points, histoire qu'il n'y ait pas de place au hasard et que tout soit cohérent aussi en fait, que la guitare soit bien pensée de A à Z. Ensuite, donc soit on part d'une forme qui est connue, à ce moment-là, pas de problème, soit sinon si on peut tracer une forme, une nouvelle forme, faire des plans, faire un gabarit, pouvoir essayer, donc après ça va dépendre du modèle. Souvent en fait les gens ont par exemple plusieurs guitares, ils vont aimer le manche sur l'une, l'électronique sur l'autre, le confort de jeu sur une troisième, et du coup on réunit en fait
On va refaire par exemple presque le même manche que l'autre guitare, mais on va faire une guitare par exemple plus légère, si le problème c'était le poids, avec une note électronique. Donc on rassemble toutes les idées sur une guitare. Voilà. Donc moi ça me permet en fait de commander les pièces qui vont me manquer. Donc au niveau du bois j'ai ce qu'il faut, mais par exemple ça va être les mécaniques, tout l'accastillage en fait. Une fois que j'ai tout ça, je commence. En général j'aime bien commencer par le manche. Pour moi c'est le manche qui fait tout le reste. Donc je commence, là j'ai pris d'ailleurs quelques exemples où on a, voilà, donc par exemple ici donc on a une touche qui est brute, une touche en ébène. Donc voilà, ensuite je vais tracer dessus donc, en fonction des codes qu'on a définis avec le client pour pouvoir ensuite la transformer voilà, en une touche donc rainurée, à épaisseur, aux côtes, exact, voilà. Et après, ça c'est ma première base en fait. C'est ce qui va me définir tout l'instrument, puisque après donc, je le colle sur le manche. Donc là par exemple on a une guitare classique. Voilà. Donc après je peux coller ma touche sur le manche et c'est ce qui va me délimiter tout le manche. J'arrive après à l'étape là, donc la touche est collée, je mets le manche à épaisseur, ici. Donc là il est complètement brut en fait. Vous voyez. Et après, une fois que j'ai fait l'étape là, je peux sculpter la poignée, en fait, l'arrière, en fonction voilà, de la forme pareil qu'on a définie avec le client. Alors il y a beaucoup d'essences, essentiellement choisies pour leurs propriétés mécaniques, tout simplement. Par exemple, on a vu ici les touches en ébène, donc ça peut être en palissandre, enfin des bois très denses, parce que c'est un bois qui ne va pas être protégé par un vernis et qui doit résister au passage des doigts, l'usure, les cordes, tout ça. Ensuite, au niveau des manches, nous avons deux familles. Par exemple, pour les guitares électriques, nous avons ici l'érable, voilà, tout ce qui va être Fender, la Stratocaster, la Telecaster, c'est de l'érable. Et ici de l'acajou, donc qui est une autre famille, qui va être plutôt utilisée sur les guitares comme les Gibson, voilà. Acajou qui est plus foncé, un peu brun, et l'érable qui est plus clair. Alors, de par les propriétés mécaniques du bois, en fait, par exemple, pour reprendre l'exemple de l'érable et de l'acajou est plus rigide et le son va être plus chaud, en fait. Voilà. En général, c'est des guitares sur lesquelles il faut jouer plus, c'est plus physique, en fait, à jouer. Ouais. Comme guitare. Donc en fait, avec ça, on va pouvoir modeler le son, choisir en fonction de ce que la personne veut. Souvent, les gens me disent je veux le meilleur bois, mais il n'y a pas de meilleur bois, ça va dépendre de ce qu'on veut obtenir comme résultat au final. Sur du sur-mesure, on va dire pour une guitare, je vais passer entre 100 et 200 heures. Après, je peux réduire un petit peu le temps de travail en faisant une petite série. Par exemple, là ici, j'ai une guitare donc, qui ressemble à une Gibson Les Paul, qui est aux cotes exactes de la Gibson Les Paul de 1959. Et donc à ce moment-là, par exemple, si je décide d'en faire 3 ou 4, je peux gagner un peu de temps dans la mesure où j'ai tout le cahier des charges est déjà défini en fait. Voilà. Après sur du sur-mesure, la mise en place de tous les savoirs, la largeur, l'épaisseur, toutes ces choses-là, ça prend beaucoup de temps. Soit je fais un gabarit, soit sinon j'ai un ami qui m'imprime des plans à l'échelle 1:1. Par exemple, il m'est arrivé de faire des copies d'instruments qui étaient quasi uniques et qu'on n'arrivait pas à obtenir. Et donc à ce moment-là, à partir d'une photo, on peut vectoriser la forme, l'étirer, il suffit de connaître une dimension. Après, on étire la forme et du coup, je peux avoir le plan exact. Voilà. Et ensuite, une fois que j'ai fait le plan, j'aime bien faire un gabarit pour pouvoir l'essayer et se rendre compte en 3 dimensions de l'instrument, du confort de jeu quand on le tient. Voilà. Après, donc il y a la finition, c'est vraiment ce qu'il y a de plus long, on va dire tout ce qui est vernis, voilà, le câblage, mais vraiment le vernis c'est une partie qui est assez longue, c'est-à-dire au départ ça avance très vite, quand on part du bois ici, en une journée ça ressemble à un manche, et après tout ce qui est finition, ponçage, le vernis, il y a plus d'une vingtaine de couches qui sont à chaque fois reponcées, donc le vernis, dans le délai de fabrication, il faut à peu près un tiers de temps pour faire le vernis dans le processus de fabrication. Alors après, il y a le montage, réglage.
Souvent, donc, après, donc, j'en profite pour faire les photos tout de suite avant que la guitare ne parte. Et ensuite, donc, le client vient la chercher. Et en général, j'aime bien revoir la guitare dans l'année. Donc, quand il y a besoin, soit après 6 mois, soit après 1 an, histoire de fignoler un petit peu les réglages. L'instrument s'est stabilisé. Voilà. Il existe de grandes différences entre la fabrication d'une guitare acoustique et une électronique. Le travail n'est pas du tout le même en fait. Après au niveau du manche c'est assez similaire, mais par exemple donc, les guitares électriques donc, on appelle solid body avec un corps plein, en fait on travaille vraiment sur du massif. Alors que par exemple sur la classique qu'on a vu tout à l'heure, ici, donc chaque partie est assemblée, on ne part pas d'un bloc massif, c'est-à-dire les côtés ici qu'on appelle les éclisses sont cintrés, donc sont pliés en fait, c'est une plaque de bois qui est pliée. On colle par-dessus la table qui est travaillée elle aussi de son côté, donc c'est vraiment plus une boîte en fait qu'on assemble et que voilà. Donc là la guitare est prête, il suffit de coller le fond pour fermer justement la boîte. L'artisan luthier a la chance d'avoir une profession riche et variée, ne sachant jamais quelles sont les demandes qui le seront faites. Chaque luthier répertorie les instruments qu'il a fabriqués, les numérote et appose sa signature. J'ai un logo en fait que je mets sur toutes mes guitares, voilà. Après donc du coup des fois les gens veulent aussi marquer leur nom, une signature, une date ou quelque chose, donc à ce moment-là on le met aussi. Elles sont numérotées aussi, c'est-à-dire que à partir du numéro en fait je me note tout, les étapes de fabrication, les bois que j'ai utilisés, parce que après au bout d'un moment on se souvient plus forcément, donc des fois ça m'arrive d'avoir un appel. On me demande, tiens, j'ai telle guitare entre les mains, est-ce que vous pouvez m'en dire plus? Et là, à ce moment-là, ça, je sais les micros que j'ai mis, je sais exactement les bois que j'ai utilisés, tout ça. Romain n'est pas devenu luthier sans être avant tout passionné de musique. Il a en effet débuté le piano dès l'âge de 3 ans, a enchaîné la guitare à l'adolescence pour se consacrer aujourd'hui à la guitare basse qu'il pratique dans un groupe.